Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. À l'écoute des programmes de Aussi FM, la radio des défis, il est 9h, pratiquement 5 minutes dans nos studios. Mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez. Bienvenue dans cette émission 4 sur table. Aujourd'hui, dimanche 10 mai de l'année 2015, cela fait déjà une semaine que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. On connaît les 83 députés qui siégeront pour la 7e législature. L'actualité, c'est également le bras de fer entre Boni Yayi et Candide Azanaï, le chef de l'État, le député élu bien sûr de la 16e circonscription électorale, ont occupé justement le devant de la scène cette semaine. Pendant ce temps, les potentiels candidats pour l'élection présidentielle de 2016 en profitent justement pour se faire entendre. Plusieurs autres sujets également seront abordés également dans le cours de ces 90 minutes de rendez-vous. Pour ce numéro, nous avons dans ce studio, bien sûr, M. Bertin Kaovi, psychologue de la communication, consultant en communication politique, membre du Collège des experts du Forum économique Europe-Asie, chargé de l'image du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Eh bien, candidat déclaré pour les élections présidentielles de 2016. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai à mes côtés mon excellent ami et confrère Serge Novillon. Serge, bonjour. Bonjour Suisse, René de Ravo, bonjour auditeur de la 88.6. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Bertin Kaovi, comme l'a dit Suisse René de Ravo. Il est candidat déclaré aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle prochaine. Vous pourriez intervenir tout à l'heure en direct au 65 00 24 24, à 65 00 27 27, 65 00 28 28, 21 33 84 19 et vous allez retrouver cette émission en nouvelle diffusion demain à 15h ou aller sur notre site ocfm.info et vous avez toutes nos émissions en ligne. Monsieur Bertin Kaovi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Première question, comment se porte le Bénin vu de l'extérieur? Eh bien, le Bénin vient de perdre son image. Et c'est dommage. Déjà? Oui, parce qu'en réalité, le Bénin était un modèle. Quand on voulait parler de démocratie, quand on voulait parler de l'Afrique qui gagne en matière de démocratie, le Bénin était la référence. Mais par le jeu de deux personnes, de deux Béninois, nous avons perdu cela. Et c'est dommage. C'est dommage, mais vous êtes au pays depuis quelques jours, hein, monsieur Bertin Kaovi. Quelle lecture faites-vous quand même de la situation socio-politique de notre pays? Bon, je voudrais vous... J'entends souvent, on dit vous êtes au pays il y a quelques jours. En fait, mon domicile c'est le Bénin. Et parce que pour mon travail, Internet me suffit pour faire mon travail. Je n'ai pas besoin d'être soit en Guinée équatoriale, en Russie ou au Congo-Brazzaville pour faire mon travail. Dès que j'ai la connexion Internet, je peux faire mon travail. Malheureusement, j'avoue que la connexion Internet au Bénin, enfin, on peut faire mieux. Donc, je suis plus au Bénin qu'à Malabo depuis pratiquement un an. C'est vrai, j'étais à Malabo, je viens de revenir. Et bon, la situation politique, on la connaît tous. Ce sont les marches, ce sont les casses, et ce sont les injures les uns envers les autres. C'est une compétition qui a la meilleure façon d'insulter. C'est ce que j'ai observé. Alors, le Bénin, vous êtes au Bénin donc depuis quelques mois, alors, comme vous l'avez si bien dit, à cause des élections présidentielles, puisque la loi a été claire, vous résidez donc au pays. Est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes là, parce que là, on sait que vous êtes un peu plusieurs avions, M. Bertin Kaovi? Oui, j'ai un métier difficile, faire l'image d'homme d'État. Je voudrais conseiller au président Yayi Boni de prendre un conseiller à l'image. Ceci vous évite beaucoup d'erreurs. Si le président Yayi Boni avait un conseiller à l'image, il lui aurait dit de ne pas réagir. Le silence aurait été plus utile que sa réaction. Sa réaction a ressuscité même des morts politiques et tout le monde, c'est le balai de on vient soutenir. Et j'en meurs de rire parfois. Alors, je ne suis pas au Bénin depuis un an pour les élections, non. Bon, j'ai ma famille ici, j'ai mes parents qui sont là. Et j'avoue qu'on est heureux que chez soi.
il fut un temps où être à l'étranger était plus utile. Et il y a effectivement un temps où je me sentais un tout petit peu traqué. Je voudrais juste vous rappeler que le Forum économique Bénin-Nigeria, j'en suis l'initiateur. C'est moi qui suis allé voir le président Yahi Boni, accompagné du ministre Garo Giriguissou. Le président nous a demandé de voir, il a donné son avis favorable. Il nous a envoyé vers le ministre Moundiaïrou Soumano, avec qui nous avons travaillé un dimanche 14 août 2006. Nous avons travaillé 6 mois quand nous avons déposé nos conclusions. Le président a nommé quelqu'un d'autre pour faire le travail que nous avons fait. Je ne demandais pas comme un homme, non. Au contraire, ayant été à la communication du président Adrien Mbedji, je ne pouvais pas lui faire l'insulte de me faire nommer par celui que je n'ai pas soutenu. Parce que pour moi, la politique doit avoir la clarification des choses. Ceux qui ont perdu les élections doivent rester dans l'opposition. Ceux qui ont gagné gouvernent. Ceci n'empêche pas que ceux qui ont perdu puissent, ma foi, s'ils ont de bonnes idées, les remettre aux autres pour qu'ils continuent. Il ne faudrait pas attendre que l'autre échoue pour dire, bon, c'est à mon tour que je vais appliquer mes idées. C'est le Bénin qui aurait perdu. Donc, je me suis senti un peu inutile ici. Alors, j'ai dit, si mon pays ne veut pas de mes idées ou bien de ce qu'on fait, allons vendre ce qu'on se fait ailleurs. Donc, j'ai fait le Niger, j'ai fait Babangida. Est-ce qu'en restant opposant, en restant dans le pays, comme vous le dites, qu'il faut rester lorsqu'on perd, est-ce qu'en restant opposant et en faisant comme les autres, vous n'allez quand même pas pu apporter quelque chose à votre pays au lieu de partir? Oui, alors, ça dépend à chacun son métier. Opposant, parce que l'opposition doit donner des idées. Si opposant, c'est seulement marcher, insulter, j'ai rien vu que l'opposition propose réellement. Je suis dans le pays, ne vous trompez pas. Et aujourd'hui, le RTBSU satellite, on peut être même sur la Lune et être au Bénin. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'opposition au Bénin? J'ai vu des gens qui s'opposent les uns aux autres. Parce qu'une opposition devrait avoir un shadow government, c'est-à-dire un gouvernement qui est parallèle au gouvernement officiel, qui à chaque fois quand l'État ou bien le gouvernement officiel propose quelque chose, de l'autre partie, on propose aussi. Et ceci permet au gouvernement en place de s'améliorer. Je vais vous dire une chose, j'ai joué ce rôle-là très longtemps sur Radio Planète, Libre Tribune. J'étais tout le temps client de James Bassard pour proposer des choses. Mais ce pays, ceux qui sont au pouvoir n'aiment pas que d'autres leur donnent des idées quand ça ne vient pas d'eux. Donc, restez ici. Je ne trouvais plus nécessaire de rester à marcher, à insulter. Oui. Et au demeurant, est-ce que vous savez que quand on va à l'étranger, on peut convaincre des gens à venir investir chez nous? Je ne vais pas citer des entreprises qu'on a fait venir ici, mais enfin, j'étais plus utile ailleurs pour mon pays que d'être ici et à ma foi, à me allumer les ongles et à insulter ou bien à me fâcher. Bon, à tourner dans une cage comme un lion qu'on empêche de mouvoir. Donc vous êtes parti à l'extérieur? Je ne suis pas parti, mais je suis allé plutôt proposer mes services ailleurs. Ceci dit, je ne me suis pas éloigné de Bénin. D'accord, donc vous citez un exemple, tantôt le Niger, la Guinée équatoriale. Le Niger, la Guinée. Expliquez-nous d'abord, expliquez aux auditeurs, c'est quoi le rôle d'un chargé à l'image? D'un conseiller à l'image. D'un conseiller à l'image. Très bien. Le conseiller à l'image, son premier rôle d'abord, c'est de dire à l'autre, c'est comme ce que d'aucuns appellent le fou du roi. Le fou du roi, ce n'est pas de dire que le roi est beau tous les jours, c'est d'avoir le courage de lui dire, il y a telle insuffisance dans votre gouvernance, il y a telle insuffisance dans votre leadership. Et c'est le roi même qui lui donne ce droit-là. Très souvent, ce rôle est joué par un étranger, parce que si c'est quelqu'un du pays qui le dit, ça peut prendre une connotation politique. Et le chef peut parfois être dérangé, lui couper la tête, voyons. Donc, le rôle du conseiller à l'image, c'est de dire au président ses insuffisances. Et c'est le président même qui lui donne l'autorité, le droit de le faire. Ça, c'est un. Deuxième chose, il doit aussi être celui par qui ceux qui n'arrivent pas dans les canaux officiels à voir le président, il doit être celui par qui on passe pour voir le président de façon contournée. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il doit aider le président justement, mais à contrôler ses conseillers ou bien d'autres. Ce n'est pas un agent de renseignement, ce n'est pas quelqu'un qui dénonce les autres, mais au fait, c'est quelqu'un qui peut dire au président, mais vous avez investi dans tel domaine, mais ça ne se fait pas tel qu'il faut. Maintenant, pour finir,
lui, si c'est l'agriculture qui fait l'image du président, il doit s'intéresser à l'agriculture. Si c'est l'économie qui fait l'image du président, il doit s'intéresser à l'économie. Si c'est la pêche. Donc, en fait, c'est comme un conseiller spécial. Mais ce n'est pas réellement un conseiller technique. C'est quelqu'un qui, ma foi, devrait faire un tout petit peu de psychologie. Parce que quand vous allez toujours dire au chef, il y a ceci, manquement, il y a de manquements, parfois il finit par être lassé. Et c'est ça qui fait justement qu'un conseiller à l'image doit souvent essayer de trouver des distinctions qui honorent le président, qui lui reconnaissent quand même des qualités. Et c'est malheureux que nombreux me connaissent plus par rapport aux cérémonies honoris causa que j'ai souvent organisées pour le président Obiangema Bazougomo. Ce n'est pas mon rôle. C'est parce que pour pouvoir lui dire, c'est un leadership fort. Pour avoir l'outrecuidance de lui dire, mon président, vous avez échoué à tel point de vue, il faut aussi de temps à autre, ou bien au moins une fois par an, trouver des universités qu'on convainc, c'est-à-dire vous allez devant le conseil scientifique, plancher, et ceux-là, vous réussissez à les convaincre de quand même de ce que quelque chose de bien se fait. Donc voilà un peu ce qui se fait. Je voudrais prendre le cas du président Yahya Boni. Oui. On peut tout reprocher au président Yahya Boni, mais il n'a pas que échoué. J'estime même qu'il n'a pas échoué. Mais si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est le type de communication qui est émotionnel, qui est réactif. Le chef, à des moments donnés, devrait faire semblant d'être bête, ce qu'il n'est pas. Savoir se taire. Et c'est cela, justement, un conseil lui aurait dit, mon président, ne parlez pas. Faites semblant de ne pas entendre. Est-ce que vous pensez que les conseillers ici ne lui disent pas ça et ne lui demandent pas de ne pas parler quand il ne faut pas le faire? Je suis certain qu'ils ne le font pas. Je vais vous dire pourquoi. Il lui aurait dit les conséquences. Parce que, voyez-vous, mais qui a élu mon ami pour qui j'ai du respect? Est-ce que vous savez que si il y a un homme politique pour qui j'ai de l'admiration ici, c'est Candidat Zanaï, même si je n'apprécie pas ses méthodes? Voici quelqu'un que la RB débarque et il s'arrange pour renaître de ses cendres comme un sphinx. Il fait Yahya Boni. C'est lui qui nous a fabriqué Yahya Boni en 2006. Si le président Yahya Boni ne s'en souvient pas, moi je m'en souviens. J'ai été à la communication de Adrien Hongedi. Si quelqu'un a réussi à me battre parce que c'est la première fois que je perdais une élection, c'est Candide dans ses méthodes. On peut ne pas l'aimer, mais c'est une bête politique, c'est un communicateur hors pair. Et il sait les fins pour lesquelles tout ceci se passe. Alors, il a fabriqué le président Yahya Boni, il en a fait un homme d'État, il a réussi à le faire élire. En 2011, bon, il a organisé le chaos aussi, pendant que les autres dormaient. Et on ne peut pas lui reprocher d'utiliser ces méthodes à lui. Mais le président Yahya Boni devrait savoir que Candidat Zanaï n'est pas quelqu'un qu'on attaque qu'on malmène comme on veut. Donc ça veut dire que le président n'écoutait pas en retour Candidat Zanaï. Je n'en sais rien, mais seulement le président a sous-estimé la capacité de communication politique de Candidat Zanaï. Mais à qui ça a profité? Bon, j'ai entendu à Malabo, moi, au palais, qu'on me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment vous pouvez commencer par faire la politique rien qu'en vous insultant? On n'entend aucun programme. C'est à Malabo qu'on me dit ça. J'écoute effectivement ce que le président a dit, mais il n'a pas fait ce que le président a dit. C'était pas à ce point-là méchant, mais pour un président, il n'aurait pas dû parler de cette façon-là. Candide qui s'en saisit, et voilà, il se victimise. Et puisque malheureusement, le manque d'emploi, le chômage, et la non-occupation d'une bonne partie de la jeunesse crée des frustrations. Et ces frustrations-là ont créé un désamour entre le président Yahya Boni, institut personnel, et cette couche de la société. Alors ceux-là s'en sont saisis. Yahya Boni a fait de Candide le fétiche qu'il fallait adorer. Il l'a envoyé au Parlement. Comme si cela ne suffisait pas, on utilise une façon cavalière pour dire on va aller le chercher. Alors qu'on n'a pas oublié le camp d'Aïvo. J'en sais rien. Mais si les Béninois ont réagi de cette façon, c'est parce qu'ils sont convaincus que Daïvo aurait été enlevé. Donc vous pensez que Candidat Zanaï, c'était pour l'enlever? J'en sais rien. Mais non. Moi, je ne pense rien. Je parle du subconscient. Les Béninois ont Daïvo dans leur subconscient et ont vite fait le lien. Mais vous ne trouvez pas extraordinaire qu'il ait réussi? C'est-à-dire rien que son nom, alors qu'il n'est même plus, il n'était pas en danger, réussi à mobiliser autant. Je me suis dit, voici un homme d'État, un homme politique. Que cela soit écrit,
toute personne qui voudrait faire la politique devrait étudier le leadership de Azanaï. S'il n'est pas pour Azanaï, il doit savoir comment communiquer pour le contrer, pour le maîtriser. Mais ça prendra lui de face. Ben, vous n'allez pas réussir parce que c'est un communicateur politique. Sa méthode peut ne pas plaire, mais ça donne des résultats. Et on en est là. D'accord. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez toujours dans le pays. On va parler un peu de comment va le pays, à votre avis. Surtout avec cette affaire de la pénurie d'essence. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Oui. Votre réaction par rapport à tout ça? Moi, je voudrais plutôt interpeller le ministre Moudjaï Soumane, qui a passé son temps ici à traquer les vendeurs de paillons. Je voudrais juste qu'il se rende compte aujourd'hui que l'univers intelligent a fait que le paillon n'est plus réellement compétitif. Est-ce que les stations arrivent réellement à desservir nos populations? Non. En fait, le premier distributeur d'essence au Bénin, c'est le paillon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Vous savez, nous ne savons pas projeter les faits. J'ai dit sur un plateau de télévision que le Bénin était le 37e État sur le plan économique, même si ce n'est pas officialisé du Nigeria. Donc tout ce qui se fait au Nigeria nous influence. Il fallait savoir que Buhari, élu président, cela aurait des implications. Comment ça? Très bien. Buhari a eu toujours pour politique de dénoncer la subvention qu'on donne au milieu pétrolier au Nigeria. Ceci n'est pas né aujourd'hui, depuis 83, même quand ils ont fait le coup d'État en 83, ça a été sa politique parce qu'il estimait que, bon, ceci était un nid de corruption. Il a mis réalisé de 10% apparemment. Bon, très bien. Alors, vous comprenez que le prix du pétrole au Nigeria n'est plus à ce point-là moins cher comparé à notre prix à la station. Donc, le paillon n'est plus à ce point rentable. Conséquence, ceux qui croyaient, ceux qui s'enrichissaient grâce à cette activité, n'y trouvent plus leur compte. Ben, ça fait créer un désintérêt à la chose. C'est ce qui explique qu'il y ait autant de queues dans nos stations. Nos stations, on n'en a pas beaucoup, malheureusement. Donc, un afflux subi de consommateurs dans le peu de stations que nous avons, on crée les rangs qu'on a. Ce n'est pas une pénurie, mais c'est la capacité à distribuer que nous n'avons pas. Si vous allez dans nos réservoirs au port, vous trouverez assez d'essence pour desservir tout le monde, mais on n'a pas la capacité de distribution. Et parce que l'État a laissé, tout en créant au secours, a laissé le paillon devenir notre meilleur distributeur. Donc vous avez parlé du ministre Moudjaï tout à l'heure qui a traqué les vendeurs de paillons. Qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Naturellement, il avait un projet, c'est-à-dire les mini-stations à Cotonou. On en a vu quelques-unes, mais ça n'a pas été une politique généralisée. Et ils ont commencé, au lieu de mettre d'abord l'infrastructure qui permettrait de remplacer la capacité de distribution du paillon, on ne l'a pas fait, mais on a mis la charrue devant les bœufs. On traquait les paillons alors qu'on n'avait pas d'infrastructure pour distribuer. Aujourd'hui, les paillons ne sont plus rentables et on ne peut même pas distribuer. C'est cela le problème. Il aurait dû, et quand je dis Moudjaï, j'estime que c'est le président Yaïboni, et pas la même occasion, parce que c'est lui qui est nommé, c'est lui qui a voulu. Bon, l'État ne sait pas donner les moyens de distribution de carburant dans le pays. Attendez voir ce qu'on continue d'avoir des fils, parce que avec 90% de diminution, et ma foi, de la subvention au Nigeria, le paillon n'est plus compétitif. C'est parti pour longtemps. C'est parti pour longtemps. Donc c'est devenu une situation structurelle. Et de ce point de vue, tous ceux qui ont de l'argent, qui peuvent faire des stations aujourd'hui, avoir une station désormais est une affaire rentable. Voilà. Monsieur Bertin Kovi, nous allons aborder maintenant la présidentielle, puisque à 10 mois de la fin du mandat du président Bouniaï, il y a les prétendants à la présidentielle qui ont commencé à dévoiler leur ambition. C'est votre cas d'ailleurs. Dites-nous pourquoi une telle ambition, monsieur Bertin Kovi? Ah, je me suis posé la question. Mais cette ambition date de 20 ans. 20 ans? Oui, aussi curieux que cela puisse paraître. Je vivais encore à Papa de demain et je n'en ai pas honte quand j'ai eu la conviction qu'il fallait se préparer au moins 20 ans pour être, ma foi, un candidat.
On ne se lève pas parce qu'on a eu de l'argent. On ne se lève pas parce qu'on a détourné les fonds publics. Ou bien on a volé quelque part. Ou bien on se sent riche. On ne se lève pas également lorsqu'on n'a pas un parti politique, lorsqu'on n'a pas des gens derrière. Ben, justement, si c'est de moi que vous parlez, vous vous trompez parce que je ne me sens pas apostrophé. J'ai plus que des gens derrière moi, figurez-vous. Alors, donc, attendez, mon métier, c'est la communication politique. Quand on parle de partis politiques, vous avez par exemple le PRD qui vient d'avoir 10 députés, là, au moins on sait qu'il y a du monde derrière. Vous avez, comme on a les FCB, il y a des partis politiques, ils ont fait la Nation, la RB, mais vous, on ne vous a jamais entendu, on n'a jamais entendu votre nom à la tête d'un parti politique. Vous me faites mourir de rire. Je pouffe même de rire. Alors, en 2006, j'ai été à la communication du président Adrien Ngouegui. En 2006. J'ai écrit des essais politiques. Bref, je voudrais dire ceci. Analysons notre pays. Pourquoi depuis 90, nous n'avons jamais eu quelqu'un sorti à la tête d'un parti président? Et il faudrait peut-être encore 300 ans pour que cela puisse arriver. Pour un pays de 10 millions, on a combien de partis? On a au moins 200, oui ou non? Mais très bien. Mais parce que nous n'avons pas de parti, on a des regroupements ethnocentrés. Les Ouémenou, le Plateau a son parti, et les Bariba ont le leur, et les Aïzo ont leur parti, ainsi de suite. Les Koueda, peut-être pour eux, le Mono pour lui. Bref, si vous sortez de la tête d'un parti, vous voulez être président au Bénin, vous ne le serez pas. Parce qu'il vous sera difficile, c'est comme un panier à crabe où les uns tirent, les autres par le bas. Je voudrais vous donner juste un exemple, l'agneau sacrificiel de la politique béninoise, le candidat Adrien Ngouegui. Oui. En 2006, ma foi, ça criait, mouvement machin, on soutient, mouvement ceci, on soutient, parti ceci, on soutient. Ça n'a pas empêché Yahibouni de venir gagner. Parce que c'est quoi, au fait? Il faut faire la part des choses. Et il faut aller même dans notre constitution. Le constituant a voulu que pour être député, il faut aller sur une liste de partis politiques. Mais tout individu qui s'en sent capable peut être candidat au présidentiel au Bénin. Pourquoi? En réalité, le jeu politique se fait au Parlement, mais le jeu du développement du service se fait à la tête de la nation. C'est même pour cela qu'en principe, un président élu au Bénin n'a pas besoin, ne devrait même pas avoir une majorité au Parlement. Sinon, il devient Mussolini, puisque le Parlement ne peut plus le contrôler. Et de ce point de vue, on a donné des attributs au président qui fait du président béninois un homme très fort. Maintenant, pourquoi les partis auront toujours du mal à envoyer quelqu'un au pouvoir? Parce que quand on regarde, regardez, bon, vous parlez du PRD. Prenons le PRD en exemple. Combien de voix le PRD a eu au nord? Et combien le PRD a eu dans le zoo? Alors, si le PRD donne un candidat, il ne sera jamais élu. Alors, il faudrait effectivement un homme qui fasse c'est-à-dire la jonction autour de lui, l'unanimité autour de lui. Un homme qui connaisse, qui puisse, par sa personne intrinsèque, réunir les Vaudounos, puisse être l'homme des Vaudounos, parce qu'il se connaît à eux. Un homme qui puisse réunir les musulmans, un homme qui puisse être en même temps homme des chrétiens, des musulmans et des vaudouisants, passez-moi l'expression. Il faudrait un homme qui puisse être multiculturel. Je vous donne mon exemple. Je parle 9 langues au Bénin. Je parle Bariba. Et plus que des Bariba, c'est moi qui ai parlé Bariba au nom d'Adrien en 2006 pour les élections de 2006. Je parle d'Indi, je parle Goun, et je parle Nodogungwe. Pour trouver moi un Goun, je vais vous parler Goun. Je parle Fon, je parle Mina, je parle Koueda, je parle Nago, je parle Yoruba, je parle Mahi. Attention, j'ai appris ces langues-là parce que je me suis rendu compte que le Bénin était ethnocentriste. Je vais vous dire pourquoi je survis dans l'administration béninoise. Oui. Quand j'arrive dans un bureau, je m'arrange pour voir le nom. Si c'est un Bariba, oh, Kourando Bere, mais tout de suite, il te prend par la main. Il te parle, mais c'est après qu'il se rend compte que c'est un Covid. Mais comment? Mais toi, tu m'as vu, tu es Covid, comment tu peux parler ce Bariba-là? Quand je vois un Dendi, il dit, Nassouba Bere, il me prend par la main. Ah, il me prend par la main. C'est-à-dire, il faut le Bénin, malheureusement, si on ne l'intègre pas dans notre subconscient, ça ne va pas changer. Le président Kérékois a essayé 17 ans durant, nous n'avons pas changé. Nous sommes ethnocentristes. Et il faudrait l'intégrer dans une politique nationale pour comprendre qu'on a mis des nations qui n'ont pas réussi à s'entendre, à se fédérer. On en a fait un pays. Donc le président béninois doit parler au moins 2 langues du Nord, au moins 2 langues du Sud pour réellement être un homme d'État.
qui comprennent nos cultures. Maintenant, mieux. Pourquoi j'ai appris ces langues-là? Parce que la culture de chaque peuple est dans sa langue. Est-ce que vous savez que pour le Bariba, entre la mort et la honte, il préfère la mort? Oui. Le fond, il préférerait même vivre longtemps avec une honte, mais il s'en fout. Il vaut mieux être vivant. Ça, c'est la culture du fond. Attendez, je nous connais. Mais le goût, lui, c'est l'argent et le reste va suivre. Mais je nous connais, c'est-à-dire j'ai appris ces langues-là pour pouvoir réellement comprendre le Béninois dans sa subtilité. Et le Mina. Je suis le Mina, c'est-à-dire le Mina, lui fait l'intellectuel, il fait l'homme important, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est-à-dire, si vous voulez diriger un pays, vous devez connaître sa population, la configuration des nations qui la composent dans leur subtilité. Vous avez tout ça, vous êtes resté à la communication de Maître Adrien Ngouedi, mais il a échoué, mais à quoi ça a servi Alors, attendez, à cette époque-là, il y avait des langues que je ne comprenais pas, parce que j'ai continué toujours pas à apprendre les langues. D'accord. Moi, j'estime qu'au lieu d'aller faire l'allemand, j'ai préféré apprendre le Mina. Donc, de 2006 à aujourd'hui, j'ai encore ajouté au moins 2 langues béninoises à ma corde. Ceci étant dit, une Irlandaise ne fait pas le printemps. En 2006, je n'étais pas candidat. J'aidais quelqu'un. Je voudrais vous dire, le président Adrien est témoin, et ceux qui me connaissent me connaissent. C'est sur fonds propres que j'ai soutenu le président Adrien Ngouedi en 2006. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile de changer un bois raide. Le président Adrien, qui avait sa prestance, qui avait sa vision de voir les choses, ne pouvait pas, n'écoutait pas toujours un jeune de 36 ans qui vient lui dire non, c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ceci qu'il faut faire. Donc c'était un tout petit peu difficile. Deuxième chose, mais les autres qui se disent mieux au fait, mais entre nous, on se mettait les bâtons dans les roues. Maintenant, ce qui a fait perdre le président Adrien Ngouedi, puis si cela vous intéresse, on va refaire l'histoire. Oui, oui. Très bien. Moi, j'ai dit au président Adrien Ngouedi, et Dieu m'est témoin, qu'il fallait déjà faire une alliance avec les partis politiques avant même le premier tour. Je suis allé voir le président Adjovi, c'est vrai, qui était pour. J'ai vu d'autres dont je vais taire le nom ici, mais le président Adrien n'a pas voulu, il a dit qu'Ovi, laisse que chacun aille et après on va évaluer les forces. Il n'avait pas tort non plus parce que au résultat, il y en avait qui avaient 0,0002%, ainsi de suite. Mais ce qu'il avait oublié, c'est parce que avoir ceux-là donne un soutien psychologique. C'est-à-dire, leur valeur intrinsèque ne dépassait pas leur propre voix, mais leur valeur psychologique faisait croire aux populations que, je vis le goudoton, les goudotons. Donc, il n'y a pas eu ça. Ça, c'est une deuxième chose. Je leur ai dit, les élections, nombreux ne s'en rendent pas compte, il y a toujours dans un pays 2 classes politiques. Il y a la classe de ceux qui sont structurés, ceux qui sont dans les partis politiques, ceux qui sont endoctrinés. Cette classe-là fait souvent 60%, pas plus que ça. Il y a ceux qui ont le droit de vote, mais qui refusent de rester sous l'égide de quelqu'un. Ceux-là font souvent 40%. Et c'est ce qui est arrivé en 2006, c'est que dans cette classe, justement, de ceux qui ne sont pas des partis, mais qui peuvent avoir des soutiens, Yahi Boni était le leader de ce groupe-là. Il y avait comme Zulkifli Salami, bon, et quelques, passez-moi l'expression, quelques Zozo, bien Zouav, qui n'avaient rien à faire dans cela, mais qui étaient là. Dans la classe politique, il y avait les Adriens, il y avait les Ali Soglo, il y avait Amonso Bruno, et quelques comédiens aussi. Ce qui s'est passé, c'est que dans la classe où Adrien et où Yahiboun était, il a réussi à focaliser toutes les voix, à concentrer, à drainer toutes les voix sur sa personne, ce qui a justifié les 35%. Adrien n'a pas pu avoir le même destin. Amonsou a fait un score 16%. Léadi a fait 8%. Ce qui a fait que Adrien a fait 24%. Il aurait fallu qu'on trouve un moyen de communication pour cimenter ceux qui sont des partisans, ceux qui sont membres des partis politiques, ce qui n'a pas pu être fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de la roublardise? J'en sais rien. Mais toujours est qu'au second tour, le candidat Adrien n'a pas eu le temps de communiquer. Il n'a rien dit. Les autres lui faisaient croire, non, attends, on va te soutenir, on va te soutenir. Le président, le général Kérékou, qui avait aussi un agenda pour 2008, bon, on peut réécrire l'histoire, hein, pour 2008, pour pouvoir faire son couplage, était aussi dans un autre schéma qu'on ne va pas dévoiler ici. Alors, donc, ils ont tout fait pour que
Et ma foi, on se retrouve précipitamment au second tour. Est-ce que vous avez vraiment eu de communication, de campagne au second tour en 2006? Non. Donc, Adrien ne pouvait que jouer. Mais quand vous observez réellement, la classe politique a échoué en 2006. Pas Adrien, c'est la classe politique. Parce que cette classe-là ne s'est pas entendue avant, n'a pas lu la structuration du milieu politique du Bénin. Et ceci est valable pour tous les pays. En 2011, ils se sont réunis dès le départ, l'Union fait la nation. Très bien. Et cela encore, en 2011, si le candidat Adrien était allé aux élections tout seul, il avait même plus de chances de gagner l'Union fait la nation. Mais pourquoi tout à l'heure vous étiez soutenu qu'il fallait... Non. Écoutez-moi très bien. Oui. Si en 2011, il y avait eu plusieurs candidatures, le chaos aurait été difficilement justifié. Je ne demande pas qu'en 2006, qu'il n'y ait pas plusieurs candidatures. En 2006, ils auraient dû aller toujours en rang dispersé, mais avec en tête déjà que celui d'entre eux qui sortait en pole position avait le soutien automatique des autres et affirmé dès le soir où c'est lui qui est déclaré. Mais au moment où les Wologede pouvaient annoncer en 2006 qu'ils soutenaient Adrien, mais le candidat Yaïbouni, grâce à l'ingéniosité politique de Azanaï, avait déjà vidé Wologede de sa substance. Même si les Amoussou et autres disaient qu'ils soutenaient Adrien, ils auraient eu que leur propre voix sur Adrien. Donc ce que je dis, c'est ceci. En 2011, ils auraient dû encore aller au moins 3-4 candidats et au second tour, savoir qu'il fallait tous se réunir sur Adrien. Alors, ça c'est un. Deuxième chose, en 2011, ce qui a joué en leur défaveur. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui dansent victoire avant la bataille. Quand j'ai vu l'investiture du président Adrien au stade, tel que cela était orchestré, et tel que chacun se battait déjà pour son poste, je me suis dit, voici des gens qui s'en vont pour échouer. Parce que, c'est-à-dire, on célébrait déjà un président, au lieu de célébrer une candidature, un probable président. Ça, c'est un. Deuxième chose, l'Union fait la nation n'a pas été conséquente envers elle-même. Vous avez invité vos militants à ne pas faire la lépi. Alors, après, on s'entend, on dit, bon, on va corriger la liste. Mais le président Yaïbouni, qui n'est pas un con, a fait du dilatoire. Il a accepté les négociations, mais la lépi n'a jamais été corrigée. Même ceux-là qu'on devait prendre, le président Sogoulé allait négocier. Il aurait fallu que le candidat de l'Union fait la nation refusât d'aller tout simplement à ces élections-là, que ceux qui étaient dans le pays verront qu'on va à une catastrophe et vont corriger les choses. Moi, ce qui m'amuse, je vois aujourd'hui qu'au Bénin, on marche pour de la démocratie. Je dis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait faire cette marche-là. J'en suis heureux. Je suis heureux de voir qu'on peut mobiliser pour la démocratie autant de personnes. C'est en 2011 qu'on aurait dû faire cette marche-là au nom de la démocratie. Cette marche, cette fois-ci, j'ai du respect pour lui, c'est pour soutenir candidat Zanaï, ça ne me gêne pas. Cette marche, c'est pour marcher contre Yaïbouni, ça ne me choque pas. À chacun, les raisons pour lesquelles il marche. Mais marcher pour la démocratie, non, personne n'a marché pour la démocratie. Et le 4, le 5, le 6, c'est en 2011, quand on a eu ce chaos, qu'il aurait fallu marcher pour la démocratie, même rien que pour le principe, pour dire cela ne s'explique pas par rapport à l'environnement, la structuration de l'électorat au Bénin, on ne peut pas justifier un chaos. Voilà. Mais ce qu'on dit, puisque nous sommes tenus par le temps, nous allons donc toujours continuer dans ce volet-là, le volet donc de votre candidature à la présidentielle de 2016. Et vous savez, un président de la République, ce n'est pas un chef d'arrondissement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement au peuple béninois si vous êtes élu donc en 2016? Oh, je vous aime bien, vous. Voilà ce qui m'intéresse. Alors oui, le problème du Bénin. Je voudrais d'abord partir de mon histoire. J'ai été vendeur de yombo, l'antimoine. J'ai fait le champ. J'ai été meunier. J'ai été boulanger. J'ai fait zémédian à mes heures perdues, attention. Ce qui fait que je connais le Béninois dans sa souffrance. Mieux, pourquoi n'avons pas d'emploi aujourd'hui au Bénin? On peut mettre tous les milliards des États-Unis. On peut déployer ça à FNPEJ, ça ne créera pas d'emploi. Au contraire, ça ferait peut-être que le pain coûte désormais 1 million de francs CFA, une baguette de pain. En réalité, c'est la structure d'activité que nous avons au Bénin qui fait qu'on n'arrive pas à créer d'emploi. Et je vais vous dire pourquoi. Nous n'avons pas d'économie.
ce que nous avons comme structure d'activité n'est pas encore une économie. Et allons dans la sémantique des mots. C'est quoi une économie? Une économie, c'est une science sociale qui fait en sorte que les ressources servent à résoudre ou bien à satisfaire les besoins. Malheureusement, les besoins ont le don d'être souvent plus que les ressources. Donc, la nécessité de la production vient du fait qu'il y a des besoins qu'on n'a pas pu satisfaire. Dites-moi, est-ce que nous réfléchissons dans notre activité au Bénin parce qu'on veut résoudre un besoin? Mais non, je vais vous dire pourquoi. Le coton, qui est notre produit phare, n'a pas de valeur intrinsèque pour nous. Si celui qui vous achète le coton refuse de vous l'acheter, ça ne vaut rien. Même le mouton ne vous mange pas le coton. Et pas extraordinaire, est-ce que vous savez ce qu'on fait? On vend ce coton au prix que veut bien nous concéder celui qui vous le prend. Et on prend l'argent pour aller acheter quoi? Du riz, du poulet, du poisson, des œufs. Mais l'habillement, c'est extraordinaire ça. On ne fabrique pas le riz dans une machine. On ne fait pas le poisson tilapia dans une machine. Le poulet, on peut l'élever ici. Bref, je voudrais faire en sorte que l'activité au Bénin devienne économique. Pour dire, nous devons produire ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous. Ça pourra nous permettre de projeter le nombre d'emplois qu'on veut créer. Sinon, on peut mettre tous les milliards au monde au Bénin, ça ne créera pas d'emplois. Moi, je reçois des jeunes qui viennent me voir, parce que je suis un homme à mes heures perdues qui prie. Qui viennent me voir pour dire, non, docteur Korovi, prions. Mais pourquoi on prie? Je mets d'emploi. Mais il n'y a pas de miracle pour avoir un emploi. La structuration d'activité au Bénin ne peut pas créer d'emploi si ce n'est pas changé. Tenez, pour un poste, on a plus de 100 000 Béninois qui sont qualifiés. Je vais prendre l'informatique de gestion, par exemple. Tout le monde, c'est l'informatique de gestion. Oh, ressources humaines. L'autre vient dire communication d'entreprise. Mais il y en a qui sont formés et leur destination, c'est le non-emploi, c'est le chômage toute leur vie. À moins qu'on change de structure d'activité. Je voudrais le faire. Mais comment l'on doit changer cette structure d'activité? Mais c'est ce que je viens de dire. Alors, il faudrait déjà les 5 besoins fondamentaux. Oui. Voilà ce qui crée un emploi. Les sources de création d'emploi sont la satisfaction de nos 5 besoins fondamentaux. Je voudrais prendre notre ventre. Commençons déjà par produire ce que nous mangeons. Et on aurait cessé de faire vivre un agriculteur en Chine parce qu'on ne mange plus son riz. Et ce serait les riz de montagne, de Tangueta qui seront valorisés, les riz de Malambi qui sont valorisés. Commençons déjà par faire du poulet de chair chez nous, du poulet que vous appelez bicyclette. On va cesser de faire manger. Le poulet qui vient ici qu'on importe, ce n'est pas fabriqué dans une usine. C'est bien produit quelque part. Oui. Et c'est des gens qui travaillent là. Cet emploi-là va revenir ici si nous mangeons notre propre poulet. C'est aussi valable pour les œufs. Bref, commençons. Est-ce que vous voyez, est-ce que je suis à ce point-là mal habillé? Pourtant, c'est fait ici. Je l'ai dessiné. C'est du Mobutu et du Mao. J'ai dessiné depuis 1996. J'ai un couturier qui m'habille. Est-ce que vous voyez ma chaussure? C'est fabriqué ici. De la tête aux pieds, à part les chaussettes qu'on ne fabrique pas au Bénin, je me dis, tant qu'un Béninois peut produire ce qui peut me permettre de ne pas être nu, c'est lui qui va me le vendre. Par mon habillement, je nourris déjà une famille. Par mon ventre, je nourris. Et maintenant, le savon. Tous les jours, on doit utiliser un savon. Vous vous rendrez compte qu'on n'importe que du savon. On peut fabriquer du savon ici. Et je peux vous donner des savons qui sont très bien faits au Bénin. Donc voilà, il faut commencer déjà par valoriser l'activité qui donne la satisfaction de nos 5 besoins fondamentaux. Mais tout ce que vous dites là est bien joli, mais est-ce que vous avez forcément besoin d'attendre être candidat avant de mettre à la disposition du pays, avant de faire ce que vous dites là? Est-ce que vous avez besoin d'être chef d'État? Très bien, je vais vous répondre. Si vous connaissiez le subconscient, ou plutôt la psychologie du Béninois, mais allez donner on ne donne de conseils qu'à celui qui est sage. Est-ce que vous savez combien de fois on a donné... Non, attendez. Mais comment vous pouvez mettre en pratique si vous n'êtes pas à une position à l'échelle de l'État? Je vais vous donner un exemple. Oui. Le poisson que mon père mangeait à la maison, nous avons notre propre cycle. Je vous donne mon exemple. Je m'habille béninois, c'est-à-dire c'est un couturier qui fait mes trucs. Et la chaussure, c'est un artisan béninois. Le poisson, c'est produit. Nous avons une pisciculture. Bref, je le fais à l'unité, c'est-à-dire à l'infiniment petit. Mais maintenant, pour le faire à l'infiniment grand, il faut être en position de pouvoir justement donner des ordres. Et mieux quand je regarde ceux qui disent... Enfin, je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez fait des propositions au président Boulay, par exemple?
Mais le président Bouyani sait bien, très bien qu'on a des canaux pour se voir. La seule provision que lui est donnée déjà par rapport au Nigeria. Parce que le Bénin n'a pas besoin d'exporter en France, d'exporter ceci. Nous sommes allés le voir. On lui a fait des propositions. Ça n'a jamais donné. Eh bien, pourquoi vous voulez que je... On ne peut pas courir après. Je vais vous donner un exemple. Et je ne vais pas citer de nom. Nous sommes allés à la caisse, oui, à la CAA. Et je ne vais pas donner de projet. Mais ça n'a pas connu de lendemain meilleur. Il y a eu d'autres projets qu'on a amenés ici. Et ce pays est compliqué. Et je me suis dit, on ne va pas laisser encore un opportuno, profito-situationniste venir dire qu'il est président, alors qu'il ne connaît même pas le pays. Ce que je vous dis est tellement simple à appliquer. Je ne viens pas vous promettre moins merveille. Je ne parle pas de la Banque mondiale va amener. Tu vas mourir de faim. En tout cas, Iroko, président, ceux qui vont travailler auront à manger. Ils ont un marché. Mais pour mettre mes idées en application, malheureusement, dans la structuration de la pensée béninoise, il faut être le premier d'entre nous, hélas. Sinon, être président, ce n'est pas une sinecure. Je connais les responsabilités que ça demande. Je sais que c'est un don de soi à son peuple. C'est un service. Ma foi, si j'avais été convaincu qu'il y avait quelqu'un de qui ferait ça, je ne serais jamais candidat. D'ailleurs, depuis longtemps, je leur dis, quelles sont vos propositions? J'entends les uns qui parlent de rupture totale, les autres qui parlent de nouvelle conscience, d'autres qui parlent de développement, ceci, mais personne ne donne une structuration. Je viens de vous démontrer comment est-ce que facilement on peut créer de l'emploi. Je vais vous dire une chose. Président, je vais faire en sorte que nous fassions une ceinture agricole, une ceinture verte si vous voulez, oui, sur 530 km le long de l'Ouémé. Quand j'entends vallée de l'Ouémé, ce n'est pas seulement la vallée. Moi, j'ai parcouru avec des paysans. Je suis allé à Bétérou. Je suis allé même à l'embouche, à la source de l'Ouémé. C'est le long de l'Ouémé qu'il faut faire de l'agriculture. Et le génie civil, et le génie militaire plutôt. Bon, je ne voudrais pas donner toutes mes idées ici, parce que depuis un moment, je les vois reprendre mes idées. J'ai parlé de transformation, le béninois, tout le monde ne va pas parler de transformation. Et je ne veux pas donner à d'autres personnes de me prendre mes idées. Mais ceci dit, je suis un enfant de pauvre. J'ai été paysan, j'ai été meunier, j'ai été sémillant, et par la grâce de Dieu, et le travail, parce que ceux qui croient disent, j'envoie que Dieu l'a béni. Je dis non, j'ai accepté l'humiliation. Pour être là où je suis, ce n'est pas mon tambour, ou bien c'est en travaillant et en acceptant la souffrance. Et c'est cela le drame de notre pays. Les gens voient le miracle partout. Je veux mon miracle aujourd'hui. Le miracle, c'est de se lever tous les jours, de faire son travail. Voilà mon miracle à moi. Mais comment est-ce que vous pensez faire comprendre et entendre tout ça aux Béninois? C'est-à-dire le Béninois qui est déjà formaté. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de voir la même chose que vous? Mais très bien, je suis psychologue. Et ne vous me prenez pas. Si je vous pouvais parler de ceux qui nous soutiennent, vous allez me dire, tiens, c'est pas possible ça. Ce qui est curieux, et j'en remercie le ciel, depuis que les législatives ont démontré, c'est-à-dire l'ethnocentrisme du Bénin, ben, il y a beaucoup de ténors de gauche à droite qui se rendent compte que, tiens, ce garçon, il parle Bariba, il parle Dendi, il parle Peul, il parle Fon, il parle Gon, il parle Mina, il parle Yoruba, il parle Nago, il parle Mahi. Il a ses chances et ils viennent vers nous et disent on veut travailler ensemble. Parce que ce que je dis n'est pas aussi farfelu que ça. Pourtant, ceux qui viennent nous parler jusqu'à aujourd'hui ne l'ont jamais, ils s'en sont jamais rendus compte. Amas nous adoptons à s'y comprendre, mais une vache qui n'a de montagne, de prairie ne peut jamais comprendre une vache de montagne. Mais moi, comme vous l'avez dit, hein, ça veut dire que les nouveaux députés, ceux-là qui sont des autorités au haut niveau, se sont rapprochés de vous, comme vous venez de le dire. J'ai jamais dit ça. Mais ils viennent. Il n'y a pas que les députés. Non, mais je ne refuse pas, ils viennent. Mais ça veut dire que vous avez une idée de la configuration du Parlement à partir de demain déjà? Non, j'en sais rien, mais je voudrais surprendre les Béninois. Oui. Bon. Je n'aime pas faire la politique fiction. Oui. Mais je voudrais, même si j'ai pu reprocher au président Yahi Boni, moi je suis fond de collier, je vais dire ce que je pense. J'ai pu reprocher au président Yahi Boni son implication dans la campagne législative. Il n'était candidat à rien. Mais son implication a pu, à des endroits donnés, fausser le résultat. Parce que des gens ont été élus, pas sur valeur intrinsèque, mais par son onction à lui. Bon, je me suis demandé pourquoi un président qui veut remplacer un char là,
le 6 avril prochain court autant pour avoir des députés au Parlement. Enfin, seul le président Yahya Boni peut le savoir. Mais pour dire, je veux juste dire à la classe politique, le président Yahya Boni est partant le 6 avril 2016. Corvi Bertin Liroko le remplace. Et il faudrait que la classe politique fasse des schémas sans tenir compte de l'animosité qu'ils ont peut-être à l'endroit du président Yahya Boni. FCBE, ce n'est pas Yahya Boni. Ne vous trompez pas, hein, parce que je voudrais appeler le président, et comment il s'appelle, Adrien Hungodi. Adrien, le PRD et FCBE s'unissant, mais ça fait une majorité. Et le PRD, je ne vois pas pourquoi le PRD ne peut pas s'associer au FCBE. Il n'y a pas d'animosité entre partis. Oui, mais on parle de révision de la Constitution. Oh, quelle Constitution? Ça, là, c'est un serpent qui se mord, là. Ça, là, c'est un faux problème. Non, nous sommes à 10 mois. Même si on... Écoutez, j'ai dit, même si on révisait la Constitution, là, ça ne fera pas rester Yahya Boni. Moi, je suis candidat, je vous dis, je remplace le président Yahya Boni. Et ça là, donc, qu'il révise, même s'il était candidat, il sera battu. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou? Mais il y a un tel désamour entre le président. Je me demande comment on en est arrivé là. Ce n'est pas Azanaï qu'on a... beaucoup n'ont pas marché pour Azanaï, ni pour la démocratie. Mais contre Yahya, il faudrait qu'il change de communication, qu'il vienne tenir un tel langage. Béninois, chers compatriotes. Beaucoup d'erreurs ont été commises, mais seule la volonté de bien faire m'anime. Je vous demande pardon. Il faut que le président Yahya Boni vienne apaiser. Rien n'est apaisé. Hein? Oh, moi, je sais voir les prémices des soubresauts à venir. Il y a un tel désamour entre le peuple qu'il aimait si tant et lui-même. Ce n'est pas Zanaï qu'on aime, c'est lui que les gens n'aiment plus. Qu'est-ce que justice là? Je n'en sais rien. Donc, même s'il était candidat, il n'aura pas 5%. Monsieur Corvi, on a vu des candidats pour les premières tentatives. La présidentielle, ils se sont retrouvés à 0,005%, à 1%. Vous vous situez dans quel niveau de pourcentage? Je fais 32% au premier tour, 55% au second tour. Vous êtes sûr de gagner en 2016? Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas c'est en travaillant. Ce que je vous dis, je n'ai pas regardé dans une boule de cristal et je viens vous parler. Mais nous travaillons. Je suis quand même surpris. Bon, on ne va pas tout dire. Mais nous travaillons. Nous travaillons et le résultat va, c'est-à-dire, vous serez surpris de ce que le peuple nous mandate pour le servir. Vous misez sur quel front de la population? La jeunesse, les personnes âgées ou les indécis? Tout le monde à la fois? Tout le monde à la fois. D'abord la jeunesse. La jeunesse, je suis jeune, je suis le plus, j'ai même dit les autres candidats là, je voudrais qu'on fasse une course de fond pour qu'à la fin on voit qui sera encore debout. Je suis encore assez solide. Ça c'est un. Et en tout cas, je crée de la sympathie et j'ai des idées qui plaisent. Mais je mise sur la jeunesse et sur les femmes. Maintenant, si vous avez la jeunesse et les femmes, les hommes vont suivre. Si vous me demandez quel corps de métier, mais tous les corps de métier. Toutes les mamans qui ont ou bien les papas qui ont des enfants qui sont au chômage, pour qui on va chez Bowie pour le laver à la plage, on va chez l'imam pour faire Yassine, on va chez le Vaudouno pour aller vers Dankol et ça ne donne rien. Ça ne donnera rien parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas la prière, la structure d'activité qu'on a ne peut pas créer d'emploi. Ce n'est pas la spiritualité qui crée l'emploi. Il n'y a pas d'activité la structure de notre activité ne permet pas de créer d'emploi. Et c'est cela justement que nous voulons résoudre. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a seulement un petit nombre en réalité de Béninois qui, de par leurs activités, malheureusement, ont fait que nous tuions l'emploi ici, ou bien la possibilité de créer d'emploi ici. Je ne vais pas citer ceux-là. Mais c'est l'État qui a démissionné. Et de ce point de vue, il faudrait que l'État reprenne ses responsabilités. Oui, ces élections les gagnent à 32% au second tour. Inch'Allah, à 55% au second tour. Je vais vous dire pourquoi 55%. Parce que je prie tous les jours Dieu pour que 45% des Béninois ne votent pas pour nous afin qu'on ne se croit pas devenu demi-dieu ou Dieu tout simplement. Donc ça veut dire que les 75% du chef de l'État, le chaos... Les 75% ont perdu le président Yahya Boni. Moi, mon métier, c'est la communication politique. Quand vous êtes élu à 75%, même votre épouse finit par vous prendre pour un Yahweh. Personne n'avait plus le courage de dire, mais qui sont ceux qui ont fait échouer le président Yahya Boni?
C'est d'abord le président Nango, pour qu'il y ait du respect, qui n'a jamais assumé sa fonction. Ces ministres qui ne lui ont jamais dit la vérité. J'ai entendu un ancien Premier ministre qui a dit qu'il n'était au courant de rien et qu'il n'est responsable de rien. Je dis c'est extraordinaire. Il n'est peut-être pas coupable, mais il est responsable. Il est au courant. Ah, mais il dit qu'il n'est pas au courant. Mais non, je me suis dit, c'est la catastrophe. Tout. Mais si eux n'étaient pas au courant, mais qui le devrait l'être? Qui devrait être au courant si eux ne le sont pas? Donc c'est cela. Personne n'a eu le courage de dire au président Yahya Boni ce qu'il pensait de lui. Pourquoi le gars est élu à 75%? Mais ça dit, les bureaux lui ont donné le droit de vie et de mort sur eux. Conséquence, personne n'a eu le courage de le lui dire. Nous l'avons fait. Moi, je suis allé plusieurs fois. D'ailleurs, 3 mois quand il est rencontré, il a dit, mon président, il m'a reçu, alors que 3 mois avant, je disais au Benoît qu'il n'est pas l'homme qu'il nous fallait. Il est élu à 75%. Je ne peux pas être plus intelligent que 75% de Benoît. J'ai dit, bon, entrons dans les rangs. Mais quand je l'ai vu avec le ministre Gado Girgisso, je lui ai dit, monsieur le président, je ne vous ai pas soutenu parce que je n'ai pas cru au candidat Yahya Boni. Mais le président Yahya Boni a tout mon soutien et tout mon respect. Et je lui ai dit, ceci étant dit, tel que mon jeune frère Edgar Guédébé communique, on n'a jamais vu, c'est la première fois, de jamais vu au Bénin de ceci, j'ai dit, dans 1 an, vous n'allez plus valoir même pas un pain. Parce qu'à trop vouloir paraître, on finit de disparaître. Les effets d'annonce, on peut te reprocher des choses au président Yahya Boni, mais il n'a pas démérité. Il a fait des choses. Même si par ailleurs notre pays est devenu plus corrompu qu'avant, alors qu'on a marché contre la corruption ici. C'est extraordinaire ça que le Pays-Bas en vient à annoncer la rupture de relations avec nous pour détournement de fonds. Il n'y a pas de sanction pour l'instant. Qui sanctionne qui? Comment est-ce que vous avez apprécié la sortie du ministre Komi Koutié? Si vous étiez président de la République, qu'allez-vous faire? Non, le ministre Komi Koutié aurait dû se taire d'abord. Parce que vous voyez, franchement, comment il s'appelle, les Pays-Bas annoncer, le Figaro l'écrit, annoncer une telle chose, si ce n'est pas vrai, c'est eux qui donnent l'argent. C'est eux qui donnent l'argent. Mais ils sont qualifiés à dire la vérité. Le ministre aurait dû se taire. Peut-être le président doit, les envoyer à la brigade économique et financière. Bon, bref, qui va contrôler qui? Mais le Bénin n'est plus en démocratie, nous sommes en plutocratie. C'est l'argent partout. Mais l'argent là vient d'où? Ça vient de quelque part. Ceux-là, malheureusement, qu'on va sacrifier pour dire qu'ils ont détourné. Ils ont détourné pour quelle fin? Pour qu'on ait un camion de députés, 33 ou bien comme députés au Parlement. Moi, il y en a qui viennent chez moi croire que le président Obiang ou bien le président, je ne sais pas, X ou bien Poutine m'aurait remis des cargaisons d'argent qu'il vient distribuer. Non. Mais vous n'allez quand même pas nier que quand même ils ne vous soutiennent pas. De temps en temps, quand même. À la présidentielle, il y a quand même soutien. Le soutien, non, alors le soutien, on ne soutient que ce qui va tomber. Les femmes le savent, hein. Le soutien-gorge n'a jamais empêché les seins de tomber. Donc, je ne veux pas qu'on me soutienne. Ceci dit, je travaille, j'ai une vie quand même professionnelle. Mais maintenant, j'estime que si moi seul, pas extraordinaire, j'en venais à acheter le pouvoir, on aura les affaires PVI, on aura les affaires, je ne sais pas, Sensan, parce que les bilans ne s'en rendent pas compte. L'argent qu'on vient vous partager là, fit à l'autre, mais c'est un commerce qu'il va récupérer. Je préfère de loin ne pas être président que d'acheter le pouvoir dans ce pays. Parce que nous voulons réellement transformer les Béninois. Mais si c'est venu donner de l'argent, bon, je vais vous faire une confidence. Oui. Il y a des alliances qui me sont venus voir pour dire oui, monsieur Kovi, donnez-nous tel montant, on vous soutient. J'ai ri fatigué. J'ai dit, mais franchement, vous croyez que je suis tombé sur la tête? Est-ce que vous croyez que par exemple, vous allez soutenir quelqu'un pour être député? Il va vous soutenir pour les présidentielles? C'est deux choses totalement différentes. Attention, je ne suis pas naïf. Que chacun l'écrive, je ne suis pas con et je n'ai pas m'affirmé, c'est quoi? Bon, non, je ne suis pas devenu fou. Je veux servir mon pays. Maintenant, si les Béninois, par extraordinaire, refusent que je les serve, on ne va pas se suicider non plus. Je voudrais vous rassurer. Si par extraordinaire, on ne gagnait pas, je vais demander une messe d'action de grâce. Je vais demander aux musulmans de prier pour moi. Je vais voir les vaudounos et danser. Parce que servir un pays, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je connais la charge. J'entends des gens dire, oui, non, il n'a jamais travaillé dans l'administration. Être président n'est pas une fonction technique. Mais pourquoi la plupart de nos militaires, souvent, même ont réussi pour que nos professeurs qu'on est allé chercher? Être président, mais c'est une fonction de leadership. Le président n'a même pas... Est-ce que vous savez que si on avait pris l'imam de Nati Tengu, certainement qu'il réussirait plus que le président Yahya Boni sur le plan de la construction du tissu social et politique. Si on prenait sous sa guédengue, il réussirait plus que notre classe politique.
Si on prenait le Bokono du coin, il réussirait, le pasteur, il réussirait? Non. Certains pasteurs, mais pas d'autres. Si on prenait des prêtres, non, attendez, il y a des pasteurs pour qui il y a du respect, il y en a pour qui j'ai des doutes, parce que quand l'argent devient la base de tout, c'est dangereux. Et l'argent, malheureusement, a tué tout. Ce qui, malheureusement, crée les détournements dans notre pays, c'est le culte de l'argent. C'est pas l'argent qu'on devient un homme politique. C'est pas l'argent. Il y a des forces mafieuses qui croient pouvoir contrôler les présidentiables. Moi, j'en ai pas besoin. Si le peuple ne peut cotiser 1000 francs derrière nous, on va ajouter pour nous-mêmes. Mais parce que si on vole, on fait ça, soyez sûr, on sera obligé d'avoir aussi des affaires. Les États-Unis ont rompu leur relation avec nous. La France a rompu. Parce que ceux qui ont pris l'argent, c'est certainement pour faire de la politique, c'est pas autre chose. Mais vous êtes quand même conseiller à l'image d'un chef d'État que tout le monde connaît, Obiang Nguema, mais chez lui, tout n'est pas rose. Hein. On a une majorité, on a une minorité de riches et une majorité de pauvres dans son pays aussi. Oui, alors je voudrais vous dire, c'est le drame malheureusement d'une économie pétrolière. Regardez l'Angola, parce que la Guinée équatoriale ne l'a pas inventé. Regardez l'Angola, regardez le Nigeria, regardez la Russie. Une économie pétrolière a ceci de malheureux que ça n'utilise qu'en réalité que 2% de la population. Et quand vous êtes dans une activité pétrolière, du jour au lendemain, vous devenez milliardaire. Et ça, c'est un. Deuxième chose, le président Obiang a réussi à investir dans l'éducation, dans la santé, on a fait les rues, dans la psychologie et commune de l'Équateur guinéen. Beaucoup ont cru que c'est eux qui sont riches, alors que c'est l'État qui est riche. D'ailleurs, je vais vous faire une comparaison. La Côte d'Ivoire est moins riche que le Nigeria. L'Ivoirien est plus riche que le Nigérian. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'activité de l'Ivoirien qui enrichit l'État. Au Nigeria, c'est le pétrole de l'État qui enrichit d'aucuns. Donc le président Obiang ne l'a pas inventé. C'est malheureusement l'état d'une économie extractive. Prenez partout, c'est comme ça. Maintenant, on travaille à corriger cela. C'est pour ça qu'on a des logements sociaux qui devraient coûter, par exemple, ce qui doit coûter 25 millions, on vend ceci aux gens à 10 millions subventionnés. Mais maintenant, il est temps que les Guinéens eux-mêmes travaillent. Si vous voulez comprendre que chez nous, alors que tout ce que vous jetez pousse bien, eh ben, c'est le Gabon qui fait manger, c'est le Cameroun qui envoie manger, qui ne commence déjà pas à travailler. Je leur tiens le même discours. D'ailleurs, ce que je vous donne comme programme ici, je l'ai donné à mon président qu'on est en train de mettre en application, vouloir mettre en application là-bas. L'agriculture. Lui aussi, il veut s'éterniser au pouvoir. Le pays n'est pas aussi ouvert que ça, quand même. Non, que le pays soit ouvert. Est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous lui avez conseillé ça? S'éterniser au pouvoir? Oui. Bon, alors, je voudrais juste vous surprendre. Chaque pays marche selon sa constitution. La constitution de Guinée équatoriale donne encore un mandat de 7 ans, non renouvelable, au président Obiang Nguema Mbazogo. Ceci étant dit, le président se sent fatigué. Est-ce que vous savez qu'on a des jeunes de 30 ans? Alors, l'actuel ministre de l'Information, il était chargé de la communication du président. Aujourd'hui, il est ministre à 28 ans. Son fils aussi qui est là. Son fils, c'est pas mon problème. Son fils, c'est un Guinéen. Tout compte fait. Mais j'ai vu un fils ici qui était la vigilante des Béninois, qu'on aurait envoyé le fils, le beau-fils et la femme au Parlement. Ça me rappelle la famille de Mito Baba. Maintenant, c'est ça. Bon, bref. Donc, ce n'est pas Obiang qui l'a inventé. Malheureusement, ce sont l'état de la politique en Afrique. Ce n'est pas Obiang. Moi, je ne peux pas se cacher derrière son doigt. Hein. Ce sont l'état de la politique en Afrique. Maintenant, ceci dit, je voudrais revenir au leadership du président Obiang, qui est en train de préparer une nouvelle génération. On a des ministres de 27 ans, de 28 ans, de 30 ans, parce qu'il dit, nous sommes partants. En fait, il est en train de former la relève, parce qu'il estime, et ça, nombreux ne le savent pas, le peuple guinéen est difficile et a besoin d'un leadership fort. C'est comme les Libyens à une époque donnée. Aujourd'hui, on a débarqué Kadhafi. Non, il a déjà fait 42 ans. La Libye est où? On a débarqué, comment il s'appelle? Saddam Hussein. Non, il est resté trop longtemps. Comment ça s'appelle? L'Irak est où? Donc, faites très attention. L'alternance pour l'alternance, ça ne sert à rien. Et j'ai un auteur congolais qui a écrit un livre, le docteur Michel Innocent Peya, il dit, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Il y a des pays, malheureusement, où la continuité, même si c'est un dictateur de celui-là, est plutôt utile que les principes de démocratie. On veut changer, on veut changer, on veut changer. Au Burkina Faso?
pas forcément au Burkina Faso. Blaise Compaoré, on devrait le laisser. Non, j'ai jamais dit ça. Blaise Compaoré n'a pas su communiquer. Blaise Compaoré n'a même pas écouté son peuple. Blaise Compaoré n'était plus indispensable à son peuple. Maintenant, dites-moi qu'est-ce qui a réellement changé au Burkina. Mais si c'est pour prendre Zida, là, il aurait mieux valu garder Compaoré, parce que c'est toujours Compaoré. Mais attendez, c'est un recyclage. Tout ce, on dit rien, tout ce transfert, comment vous dites Lavoisier dit, la loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se fait, non, rien ne se crée, rien ne se perd, tout ce transfert. Mais oui, mais les Burkinabés ont juste recyclé le système Compaoré. Mais vous n'avez pas vu ça, vous? Mais Kafendo, mais c'est l'homme de Compaoré. Et qui? Zida? Mais qui? Bref, je voudrais par exemple m'appesantir sur le Rwanda. Enlever au nom de la démocratie qui demande l'alternance Kagame, ce n'est pas évident que la stabilité reste dans ce pays. Il y a des pays où, malheureusement, même si on a des principes démocratiques, et au demeurant, est-ce que nous sommes en démocratie en Afrique? Vous avez trouvé la démocratie au Bénin? Même le Bénin, même qui en est le laboratoire. On n'est pas en démocratie. L'argent a tout gâté. Combien de nos populations lisent un programme? Combien comprennent de quoi vous leur parlez? Je vais vous surprendre. Je voudrais faire quelque chose par exemple. J'ai parlé avec des Japonais, parce que je ne connais pas prendre déjà des contacts. Et il m'est revenu d'apprendre que depuis 20 ans, les Japonais, ayant constaté que nos eaux ne sont pas poissonneuses, ont demandé qu'on crée de la corail artificielle pour que les poissons qui migrent du nord vers le sud en passant par nos eaux puissent trouver un endroit où nicher et rester pour que nos pêcheurs puissent trouver du poisson. Ça fait 20 ans que le Bénin n'est pas intéressé parce qu'il n'y a pas de l'argent à prendre directement. Voilà la réalité. On ne fait pas ce qui peut nous permettre de vivre longtemps. On fait ce qui permet de gagner de l'argent ici et maintenant. On construit une belle maison et voilà, on oublie les autres. Voilà un peu, nous allons faire des programmes structurés quand on est président, c'est-à-dire la pêche. On doit développer la pêche, on doit repoissonner, ressemencer nos eaux en poissons. Il y a des techniques pour faire même de la pisciculture en mer. Mais les poissons que nous menons d'ailleurs, c'est élevé. Les Philippins aujourd'hui vendent du poisson et ils font de la pisciculture en haute mer. C'est possible. On peut faire la même chose. Bref, le Béninois ne travaille plus. Et tout le monde veut aller dans l'administration. Tout le monde doit faire banque et finance. Au point où il faudrait, pour que tous sur la tour du travail, il faut de banques dans chaque ruelle de Cotonou. Ce n'est pas normal. Voilà un peu. Monsieur Kovi, avant de laisser le micro à Serge, on revient pour les auditeurs. Une dernière question. Si vous étiez élu président de la République en 2016, est-ce que vous serez entouré donc des gens? Parce que vous savez, on a des corrompus, on parle tout de l'entourage du chef de l'État, l'entourage du ministre, l'entourage du DG. Est-ce que vous avez des hommes capables de faire avancer le pays autour de vous? Très bien. Malheureusement, vous n'allez pas diriger le Bénin avec des Martiens. Il faudrait des Béninois. Et je voudrais faire remarquer que ça fait 2000 ans que les églises nous demandent la transformation de notre esprit. Romains 12, verset 2, on dit ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés, renouvelez votre esprit. Et nous ne l'avons pas entendu. Les imams nous demandent de changer. Nous n'avons pas entendu. Ça fait depuis 1600 à 1400 ans. Nous n'avons pas entendu. Au fait, c'est d'abord par la tête que le poisson pourrit. Et pour ceux qui m'ont connu, je ne dis pas que je suis un saint, loin s'en faut, mais l'argent ne m'a jamais réellement déterminé à quoi que ce soit. J'ai été moulu dans la culture Bariba et je préfère la mort à la honte. Première chose. Autre chose, quand le président béninois prête serment, il prête serment au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. Mais c'est qui ces mânes-là? Mais tout le monde croit que c'est la mort de son grand-père qui est mort au village, mais ce n'est pas lui. Les mânes de nos ancêtres dans un pays, c'est les anciens souverains, ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir, c'est-à-dire public, à un moment donné. Oui. Très bien. Le Bénin est constitué d'environ, disons, en matière d'empire ou bien de royaume, les principaux, on en a 6. On a le Borgou. Et au Borgou, il faut parler de Bioguera. Là, je vais me fâcher. C'est Sirokura. La Takura Donga, il faut prendre Korongo, qui a été le premier souverain. Dans le Zoukoline, il faut prendre qui? Je vous pose la question. Abomé. Ah, oui, Abomé. On prend toujours à Béanzé. Ah, quel Béanzé, voilà. Non, c'est la Vivoué d'Aïn, c'est Théagbani. Mais le plus connu. Non, pas le plus connu, justement, c'est... Alors, Théagbani. Dans l'Ouémé Plateau, c'est qui? Mais c'est pas Tofa, justement. C'est l'Ouémé, c'est Théagbani.
Abomey, c'est Webadja. Atlantique, c'est Passé. Et Mono Koufo, c'est Totonyaho. En réalité, pourquoi la plupart... Et c'est un homme spirituel qui vous parle. Je suis peut-être jeune, mais je ne suis pas un innocent. Alors, je peux vous dire, il faudrait faire une fédération des anciens monarques, créateurs d'empires, dont les empires se retrouvent dans ce qui est appelé Bénin aujourd'hui. Allumer le feu de l'alliance avec eux, pour que cela devienne réellement une entité qui nous serve à quelque chose. Et de ce point de vue, je vais le faire d'ailleurs. J'ai fait mes recherches, ce qui m'a fait comprendre ce qu'il faut faire. Nous allons allumer le feu de l'alliance avec eux. Le jour où l'Iroko est investi président, quand j'ai fini de dire les mains de nos ancêtres, je vais maintenant... Il y a un fagot de bois qui vient du Borgou, de l'OME, de ceci. On les met ensemble, on l'allume pour créer le feu. On ne va pas tuer ni mouton ni alcool. Parce que si on tue mouton et alcool, ça deviendra du spiritisme. Mais symboliquement, on va allumer ce feu. D'ailleurs, ceux qui sont scouts savent ce que c'est. On allume le feu de l'alliance avec eux. Et désormais, on va demander à ceux-là, si quelqu'un venait à voler les deniers publics, occupez-vous de lui. C'est pas compliqué. Dans mon village, on ne vole pas. C'est quelque chose qui te tue. Je suis Khouida, moi. Tu ne voles pas dans mon village. On n'a même pas de devoir. Revioso va s'occuper de toi. Mais il faut charger les mains de nos ancêtres, mais à faire le toilettage. Là, vous revenez totalement en arrière. À quel arrière? Au temps des Bianzins. Là, ce n'est pas le temps des Bianzins. On a vu un peu comme les Amazones. Mais je parle de la justice immanente. Je ne parle pas, ce n'est pas moi qui l'ai tué. La nature intelligente s'occupe de lui, franchement. Vous ne serez pas heureux que la nature nous règle, nous diminue un peu ceux-là qui nous volent. Et quand le Khabioso vient, ou bien les mains de l'ancêtre viendraient, on t'avertit, néazé, au diable, vous êtes tombé. Je vais vous donner un exemple. Bouhari n'est pas encore investi. Et il dit, il y a un audit qui prouve que vous avez volé 23 milliards de dollars au Nigeria. Je vous ordonne à chacun de déposer avant qu'il ne prenne serment. Déposez ce que vous avez volé. Mais ils ont déjà regroupé 10 milliards de dollars. Mais si on avait une force de ce genre-là, parce qu'ici la justice ne le ferait pas, si on avait une force qui allait parler à nos corrompus, à ceux qui nous ont volés, si vous ne déposez pas, vous irez, on va vous offrir un billet aller simple pour le paradis. Vous croyez qu'ils ne vont pas déposer? Et il faudrait mêler les mains de nos ancêtres à la gestion de ce pays. Au fait, les gens volent impunément. Il fut une époque où les gens ne volaient pas parce qu'ils avaient peur d'une force qui pourrait les surprendre. Oui ou non? Les ministres qui font partie du gouvernement en ce moment, qui sont mêlés, et peut-être qui sont mêlés à ce détournement de l'argent pour les forages. Quel sort pour ces ministres? Eh bien, on n'a aucune preuve que ce soit le ministre qui est détourné. Oui. Et puisque je ne l'ai pas, je ne voudrais pas m'appesantir sur ça. Ceci dit, je vous ai dit, le problème, il faut faire en sorte que les mannes de nos ancêtres viennent gérer avec nous. C'est important. Et c'est un chrétien qui vous parle. C'est important que les mannes de nos ancêtres, qu'on appelle à chaque fois qu'on prête serment, viennent vraiment gérer ce pays avec nous. Si nos ministres savaient que détourner, c'était risqué pour eux sur le plan énergétique, si vous voulez. Allons, soyons plus simples, spirituel. Oui. Mais ils vont faire attention à leur détournement. Mais c'est ça déjà le problème. Moi, je vous dis, on va réveiller nos anciens rois. Les membres de nos ancêtres doivent avoir une contenance. Et j'invite de ce point de vue les musulmans, les chrétiens, les féticheurs à commencer par réfléchir à cela. Il faut qu'on fasse en sorte que le Dieu du Bénin puisse commencer aussi par s'intéresser à la gestion du Bénin. C'est réellement la solution. La justice des êtres humains, tu prends un bon avocat, celui qui veut détourner, il ne laisse pas de traces. Mais l'immanent, tu ne peux pas te cacher, il sait où tu es. Si on ne commence pas ça, ben nous allons toujours continuer à dire détourner, détourner, détourner. Ça, c'est un refrain qu'on a depuis 60 et ça ne change pas. Mais le vrai problème, c'est celui-ci. Il y a une chanson qui m'amuse. Mais c'est cela, notre psychologie. Profitez. Nous sommes des opportunos, profito-situationnistes. Dès qu'on vous nomme, tout le monde vient. Cousin, même celui qui n'a jamais eu de lien avec ton arrière-grand-père, nous sommes la famille. Mais ce n'est pas les ministres qui ont volé, qui auraient volé, ou bien ceux qui auraient volé aujourd'hui qui sont en cause. Quel que soit le Benoît Landa qu'on mettrait là, il ferait la même chose si on ne prend pas des dispositions spirituelles pour que ça commence pas à changer. Et il faut qu'il y ait une sanction. Dans mon village, on ne vole pas. Mais vous avez des problèmes. Et maintenant, les gens ne se rendent pas compte d'une chose.
Quand quelqu'un vient faire campagne, il vous donne 10 000 francs, il vous donne 5 000 francs. Mais c'est vous aussi, vous avez volé l'argent de l'eau. Subitement, ils sont devenus très riches. Mais l'argent vient d'où? Mais pourquoi un pays où les opérateurs économiques s'appauvrissent, les hommes politiques s'enrichissent? C'est quand même extraordinaire, ça. Ceux qui ont d'activité ne gagnent pas d'argent, et c'est ceux qui devraient être au service qui en gagnent. C'est le monde à l'envers. Nous sommes en plutocratie. Le Bénin n'a jamais, du moins c'est la démocratie, c'est au moment de la transition. Après ça, l'argent a pris le pas, et malheureusement, regardez comment les gens deviennent des hommes politiques. C'est pas l'argent. D'accord. Il a parlé, monsieur Setonji reçoit parler d'actionnaires dans les sociétés internationales, c'est-à-dire les sociétés internationales qui sont implantées au Bénin où nos hommes politiques sont actionnaires là-bas et puis ça fait couler la société nationale. Malheureusement, je vous ai dit que tout ceci est nid de corruption. C'est la même chose. En principe, nos hommes, quand on dit homme politique, si c'est un député, tout simplement, c'est autre chose. Mais ça dit, c'est souvent la tête, au fait. Les ministres qui ont l'autorité de signer des agréments à ceux-là, c'est eux qui deviennent actionnaires. Et c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas bien. Mais ceci dit, c'est la structuration de l'activité qui fait que, c'est-à-dire, il fait bon vivre pour d'aucuns, pas pour tous. C'est quelque chose de condamnable. Mais comment vous en avez la preuve? C'est difficile à savoir. Et une fois encore, je dis, ceci relève de la corruption. Et celui qui a prêté serment au nom de nos ancêtres, si ces mânes-là avaient réellement existé, eh bien, il ne ferait pas ça, parce que les mânes vont lui poser la question. D'accord. Et quelqu'un parlait tout à l'heure, si vous devenez président, quels sont les postes que les femmes pourraient occuper dans votre gouvernement? Que l'Éternel, mon Dieu, Segbolisa, comme on dit en fond, Gosrombio Ure en Bariba, Irikpe Beri en Dendi, Olodjumare en Yoruba, et j'en passe, le béni, c'est celui-là. Parce qu'en réalité, moi, j'ai une structuration de gouvernement de 16 ministères. Pas plus que ça. Et la parité, et ne me confondez pas, je vous aime, vous êtes belle. Non, je suis sincère. J'ai vu le leadership de ma mère comparé à mon père. J'ai vu le leadership de beaucoup de femmes comparé à leurs époux. Et je me suis rendu compte que les femmes gèrent mieux que les hommes. Il y a des exceptions, oui. Mais les femmes ont une propension à mieux gérer. Regardez, il y a l'économie familiale. Donc, pour ceci, 16 ministères. On aura 8 pour les femmes, 8 pour les hommes. On aura 4 de la génération de nos mamans, c'est-à-dire de 41 à 99 au besoin. De 20, ne vous surprenez pas, de 20 à 39, on a aussi 4 jeunes femmes. Chez les hommes, on a 4 jeunes garçons, même structure d'âge. Chez les papas aussi, 4 aussi, pour que les générations s'interconnectent. Le premier ministère, en termes d'importance pour moi, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous avons cessé d'être des éducateurs. Il faut revenir à l'éducation nationale. Et ce sera une femme. Ce sont les femmes qui éduquent dans nos familles. Elles vont éduquer la nation. Ça, c'est un. Et le second, ce sera le ministère de la Santé. Alors, la santé, ce sera aussi une femme, parce qu'il faut de la compassion pour comprendre ce domaine-là. Une femme encore. Le ministère de l'économie, planification, budget, finance, j'ai décidé que cela soit une femme aussi. Je vais vous dire pourquoi. Regardez comme je suis beau. Je ne suis pas beau? Absolument. Merci beaucoup. Alors, comme je suis beau, jeune premier, même si je vois une femme qui me plaît, il va bien falloir que je me mette à faire le généreux, ce que je ne suis pas. Ma mère meurt de faim, je ne lui donne pas l'argent de la maison, mais je vois une femme, on dit, mini restaurant beau. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la communication. L'homme a une propension à dépenser de l'argent que la femme n'a pas. Ce qui fait qu'il est aussi corruptible à volonté. La femme, même si elle a des milliards, il est difficile qu'elle vous donne l'argent pour vous dire que vous lui plaisez. Si vous êtes ensemble, elle peut vous soutenir, ça c'est autre chose. Donc les femmes ont des aptitudes de bonne gestion que les hommes n'ont pas. Il y a des hommes qui ont des exceptions. Je ne dis pas que toutes les femmes sont bonnes. Mais, alors donc, les femmes, c'est-à-dire éducation, santé, économie, planification, budget, ce sera une femme. Mais je voudrais que les gens me comprennent. Le ministre de l'économie n'a pas besoin d'être économiste. Regardez la plupart des grands pays, le ministre de l'économie est souvent un juriste. Parce que c'est des contrats qu'il s'agit. Quand j'ai entendu un ancien premier ministre dire qu'il a seulement signé un contrat qu'on lui a présenté la veille, est-ce qu'il en a compris la structuration? Non, il n'est pas juriste.
Donc le ministère de l'économie devrait, dans les grands pays, c'est un juriste, un avocat, ceci, qui gère ce ministère-là, et il a des techniciens qui font le travail technique. Le drame au Bénin, c'est qu'on croit qu'un ministère est un poste technique. Non. C'est un poste de leadership, et être, c'est-à-dire économiste, ne vous donne pas plus d'avantages à mieux gérer ce secteur-là que être quelqu'un du droit. Je vais vous surprendre. Mais la preuve peut-être, hein, l'exemple de Pierre Ochoa à la tête du ministère de la Défense alors qu'il n'est pas militaire. Bon, déjà, ce qui me plaît bien, Pierre Ochoa dans sa stature, bon révolutionnaire, révolutionnaire bon teint, oui, il savait comment gérer les contradictions que cela demandait. Voilà. Donc, nombreux ne comprennent. Mais regardez, le président Kérékou nous a laissé un héritage que nous avons laissé. Ce qui a le plus fait dévier le président Yahya Boni de sa trajectoire, c'est qu'il s'est dit qu'il faut un gouvernement de technocrates. Et un ministre n'a pas besoin d'être technocrate. Un ministre est celui qui est en mesure de prendre les hommes qui ont des géants qui sommeillent en eux et les réveiller, les utiliser. C'est-à-dire vous prenez ceux qui peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est cela, un ministre. Car le mot ministre veut dire serviteur. Et pour servir, il faut avoir de bons collaborateurs. Voilà, et nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission. Monsieur Bertin Kovi, votre mot de fin avant de quitter ce studio? Ben, je voudrais qu'il me soit permis de louer, de magnifier, d'exalter, d'exulter, d'acclamer, de proclamer, de célébrer le Créateur que chacun appelle dans son nom. Qu'on l'appelle Vaudon, ça ne me gêne pas. Qu'on l'appelle Marie, ça ne me gêne pas. Qu'on l'appelle Jésus, ça ne me gêne pas. Allah, ça ne me gêne pas. Elle est talent des pasteurs. Hein? Elle est talent des pasteurs. Je suis prédicateur de l'évangile, mais attention, j'ai refusé d'avoir une église. Parce que j'ai un travail dont je vis. Et je me dis, je ne voudrais pas faire de la religiosité. Je vais juste vous dire une chose, que l'imana, c'est-à-dire, quel que soit le nom que chacun donne au Créateur, que ce Créateur-là donne la paix aux Béninois. Parce que rien ne vaut la paix. Ce que j'ai vu le 4, 5, 6, je me suis dit, tiens, est-ce que les Béninois sont capables d'une telle réaction? Et il faut, j'invite expressément le président Yahya à prendre le micro et à parler à son peuple. J'invite mon grand frère Azanaï, pour qui j'ai un profond respect, pas parce que je partage ses méthodes, mais parce que c'est un sphinx. J'aime ceux qui savent utiliser ce qu'ils ont pour obtenir, pour atteindre leur objectif. Et il est devenu pratiquement aujourd'hui le chef de l'opposition. Et je l'en félicite. Je voudrais juste demander aux Béninois que rien ne vaut la paix et on n'a que le Bénin. Je voudrais leur dire ceci. Moi, j'ai un passeport. Si vous mettez feu au pays, je peux prendre mon billet et partir. Les autres aussi, ils ont leur passeport, ils ont des visas. Ils vont partir. Vous allez rester où? Je ne peux pas faire partir mes enfants. Je ne peux pas faire partir ma femme ni ma mère. Vous, je ne sais pas ce que vous puissiez partir. On n'a qu'un pays. Ceci dit, nous devons faire en sorte que la démocratie redevienne la démocratie, qu'on cesse de faire l'apologie de l'argent, qu'on croit que certains hommes d'affaires doivent venir acheter les présidentiables. On ne m'achètera pas. Au loin, je préfère ne pas être président si je dois faire des compromissions qui m'obligeraient demain à être corrompu. J'en aurais terminé. Serge, j'en viens pour le rappel donc, des sites, puisqu'il y a quand même une rediffusion donc lundi prochain. Oui, rediffusion, c'est déjà demain à partir de 15h pour écouter cette émission où vous allez sur notre site internet www.oceanfm.info où vous pourriez passer aussi pour aller lire le quotidien, le matinal. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, M. Kovi. Ben, c'est moi qui vous remercie. On espère bien vous retrouver à d'autres occasions pour d'autres émissions. Ben, je suis là et je souhaite plutôt vous retrouver le 6 avril à notre investiture, l'Iroko. Je voudrais même terminer ceci, j'avais oublié. Je vais à ces élections avec l'Alliance Iroko qui est le contenant. Le contenu est en train de se former. Les partis viennent, les mouvements viennent. Nous avons été faits candidats des Éméniens le 1er mai. Est-ce qu'ils sont sérieux? J'en sais rien. Mais au moins, ils sont venus nous adouber. Bon, la vie se chargera du reste. D'accord. Voilà.
Bertin Kaouvi était donc notre invité. Bertin Kaouvi est candidat donc à la présidentielle de 2016. Le consultant en communication politique affirme qu'il gagnera à 55% lors du second tour de la présidentielle de 2016. Monsieur Bertin Kaouvi qui fera connaître aux populations dans les jours à venir son programme d'action. Un accord PRD-FCBE pour le pêcheur ne le gêne pas du tout puisque nous sommes en politique. Merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention. Lecteur, je nous merci. Merci, ensuite on se retrouve dimanche prochain. Exactement. Bonne journée dominicale en compagnie des programmes de Océan FM. Salut. Carte sur table.